Bonjour à toutes et à tous. On va commencer en attendant que les dernières personnes s'installent. Merci d'être là avec nous pour cet atelier sur la biodiversité et le climat. Alors l'enjeu ici, ça ne sera pas de reparler de l'urgence climatique, qui est un sujet que j'espère vous avez déjà tous en tête, mais plutôt de revoir un petit peu l'urgence qu'il y a d'adresser les enjeux de biodiversité au même titre que le climat, la convergence de ces deux thématiques et la nécessité du coup de passer à l'action dès aujourd'hui. Nous serons 3 intervenants, 2 collaborateurs du cabinet de conseil EcoAct et une personne de l'entreprise de Lacoste. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jeanne Barrère, je travaille à EcoAct depuis un peu plus de 4 ans. Je travaille dans l'équipe de recherche et innovation sur des sujets de solutions fondées sur la nature et de biodiversité. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Jordan Herabédian. Je te laisse un micro. Merci Jeanne. Donc effectivement, Jordan Herabédian, je travaille chez EcoAct également depuis 4 ans au sein du département recherche et innovation, surtout sur les politiques européennes environnementales, donc taxonomie, CSRD, mais aussi Green Deal, Fit for 55, etc. Voilà. Bonjour, Frédéric Lecoq, donc Société Lacoste, je m'occupe du développement durable, sur tous les aspects stratégiques et évidemment planète et biodiversité dont on va parler aujourd'hui. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir 4 parties. La première sera assez rapide, c'est pour représenter notre cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, on va focaliser sur 3 parties. La première, c'est vraiment pourquoi on parle de biodiversité, donc un peu les fondamentaux de la biodiversité, et la convergence avec la thématique du climat, qui est quand même la base de la présentation. Ensuite, on verra comment en fait, on peut adresser ces enjeux grâce à la réglementation qui nous donne des outils et des cadres, donc avec Jordan. Et ensuite, le passage à l'action avec un exemple concret. Donc, Lacoste prendra la parole à ce moment-là. Donc, rapidement sur EcoAct, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc un cabinet de conseil qui existe depuis 2005, donc depuis assez longtemps. On est présent à l'international, surtout en Europe, mais également aux États-Unis, au Canada et au Maroc et au Kenya surtout. Et en fait, on est connu depuis assez longtemps pour avoir un peu 2 casquettes. La première, c'est une expertise sur le conseil. Donc, on accompagne notamment sur des thématiques carbone-climat. On est connu sur ces thématiques-là, mais également du multicritère. Donc, on fait des empreintes carbone, des analyses de cycle de vie depuis très longtemps. Et la deuxième casquette qui nous définit, c'est qu'on est développeur de projets, donc sur des thématiques, donc sur la compensation carbone volontaire. Et on voit que la nature déjà apparaît sur ces deux piliers qui nous définissent. Donc, au sein de notre expertise conseil, on a une équipe aujourd'hui qui est dédiée sur des questions de biodiversité. On est aussi présent, donc notre équipe de recherche et innovation est présente depuis plus de 2 ans sur cette thématique biodiversité spécifiquement. Mais on a aussi la nature qui nous définit, puisqu'on a toujours été développeur de projets sur des solutions fondées sur la nature. Alors maintenant, rapidement, sur la gamme de services qu'on peut proposer. Donc ça, c'est notre nouveau modèle acteur. Rapidement, c'est fondé aussi sur 4 piliers qu'on a analysés et évalués, donc que ce soit des diagnostics, empreinte carbone et empreinte biodiversité. Voilà, on a décliné notre savoir carbone sur la biodiversité. On va construire et engager, donc construire des feuilles de route, des stratégies de réduction. On va également aller un petit peu plus loin et essayer de transformer des modèles d'affaires. Et bien sûr, toute la partie de développement de projets sur des solutions fondées sur la nature. Donc, on ne va pas passer beaucoup plus de temps. Si vous avez des questions, on a un stand qui est présent avec nos meilleurs collaborateurs. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'est dit que c'était peut-être nécessaire de revoir juste quelques définitions parce que c'est un sujet qui est, surtout la biodiversité, qui peut être un peu plus complexe que celui du climat. Alors déjà, on va commencer sur qu'est-ce que c'est la biodiversité. Alors sûrement, il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais pour être sûr qu'on part vraiment sur la même définition, pour essayer d'être simple, la biodiversité, ça désigne vraiment la fraction vivante de la nature. Donc évidemment, dans toute sa complexité et sa diversité, ça veut dire quoi? Ça comprend en fait les 3 éléments que vous voyez sur votre droite, qui sont du coup la diversité génétique, c'est-à-dire que chaque individu d'une même espèce va être différent, ce qui fait que vous et moi, on est quand même différents au sein de notre espèce. Ça va être la diversité au sein des espèces. Donc, une espèce, c'est quoi? C'est un groupe d'individus
qui peut se reproduire et dont la descendance est fertile, et la diversité au sein des écosystèmes. Et un écosystème, c'est quoi? C'est le lien entre un milieu naturel et les espaces vivants qui y vivent. Donc on voit déjà que c'est un petit peu complexe. La biodiversité, du coup, c'est toute cette diversité, mais c'est également les interactions qu'il y a entre chacun de ces éléments. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est la fraction vivante de la nature, et ça comprend ces 3 éléments. Ensuite, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, déjà, le mot biodiversité, au moins ça fait consensus à peu près sur la définition, qui est déjà un peu complexe. Mais en fait, derrière ça, ou en tout cas dessous, il y a énormément d'autres concepts qui existent, qui sont très spécifiques en fait, à ce sujet, qu'on va essayer de voir au fil de la présentation, mais qui est déjà bien d'avoir un petit peu en tête. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces termes, mais voilà, on va les voir. Donc, on va parler de services écosystémiques, de pression, d'impact, de dépendance, de nature et de capital naturel, et j'en passe. Mais voilà, grosso modo, c'est des termes que vous allez revoir et revoir si vous vous intéressez à ce sujet. Et maintenant, si on veut recadrer un petit peu tout ça, on va repartir du système Terre et de ces 4 enveloppes externes qui sont d'abord la lithosphère. Donc, la lithosphère, c'est croûte océanique et croûte terrestre. C'est le sol et les minéraux. On va avoir l'hydrosphère, qui est globalement toutes les zones où il y a de l'eau sur la Terre. Il y a l'atmosphère, donc la couche qui englobe la Terre, couche gazeuse. Et ensuite la biosphère, donc c'est tout ce qui est vivant, présent sur Terre, mais qui est aussi présent dans l'eau ou l'atmosphère. C'est vraiment tout ce qui c'est pas être vivant. Et sur ce système Terre, on va retrouver la nature. La nature, ça va être vraiment ce qu'on va appeler des stocks. Donc c'est des ressources qui sont présentes naturellement sur la Terre. Qui peuvent faire des stocks, on peut le voir, ça va être de l'eau, ça va être des espèces vivantes, ça va être des animaux, ça va être des minerais. Et pour rappel aussi, par rapport à ce qu'on a vu sur la biodiversité, la définition, la biodiversité, c'est tout ce qu'il y a de vivant dans la nature. Donc, par exemple, ici, ça va être les arbres et les poissons. Mais voilà, donc la nature comprend un peu plus que ce qui est vivant. Vous allez aussi entendre parler de capital naturel. Grosso modo, c'est la même chose, sauf que on va voir la nature d'un point de vue un peu plus économique. Et donc, au lieu de parler de stock, on va parler d'actifs, mais voilà, c'est la même chose. Et en fait, du coup, cette nature, elle va nous fournir des services, des flux. Ces stocks vont nous fournir des flux, des services écosystémiques. Donc, il y en a beaucoup. On ne va pas tous les passer en revue, évidemment. Mais pour les avoir en tête, donc on va avoir des services d'approvisionnement, que ce soit pour se nourrir, des matières premières, de l'eau, etc. On va avoir des services de régulation, donc par exemple la régulation du climat, la régulation du cycle de l'eau, etc. On va avoir des fonctions support comme la photosynthèse ou la création des sols. Et aussi quelque chose dont on parle un petit peu moins, mais qui est tout de même important, c'est des services culturels, qui sont à la base du tourisme par exemple, mais également l'inspiration de nos plus grands artistes. Donc voilà. Et ces services écosystémiques, c'est ce que nous on va utiliser pour se nourrir, pour s'habiller, pour travailler, pour vivre en fait, et pour créer de la valeur. Donc en fait, chaque entreprise va finalement utiliser ces ressources qui existent sur la Terre. Donc on a déjà vu en fait quelques concepts rapidement. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le sujet. Alors, on ne va pas tout de suite focus sur le climat, encore une fois. On va continuer un petit peu à parler de biodiversité avant de voir la convergence entre ces 2 sujets. Alors, on va parler vraiment du constat d'abord. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'érosion de la biodiversité et peut-être vous êtes déjà familier avec la notion de limite planétaire. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est un cadre conceptuel qui existe depuis 2009, qui a été conceptualisé par le Stockholm Resilience Center, et qui voulait vraiment expliquer le lien entre un développement humain durable et des ressources sur la Terre qui soient résilientes et sûres. Et donc, ils ont défini pour certains aspects, donc pour le climat, la biodiversité et d'autres, des seuils. Donc, ces seuils, c'est les limites planétaires. C'est vraiment les seuils que l'humanité ne doit pas dépasser s'il veut pouvoir vivre durablement dans un écosystème qui soit sûr et juste. Alors, le terme juste vient d'être ajouté cette année avec une mise à jour, parce que c'est régulièrement mis à jour. Donc, on ne va pas en passer plus de temps, surtout qu'il y a un atelier, je crois, cet après-midi sur les limites planétaires. Mais voilà, ce qu'on voit du coup sur le graphe à droite, donc, tout ce qui est en vert, ça va être un environnement sain, sûr et juste.
Tout ce qui est en orange, c'est une zone de danger, et les points noirs, c'est la situation actuelle. Donc ce qu'on voit, c'est que sur les 8 indicateurs qui sont présents ici, il y en a déjà 7 qui sont aujourd'hui déjà dépassés, dont le climat et dont la biodiversité. Alors quelques chiffres aussi pour représenter un peu ce que ça veut dire, érosion de la biodiversité. On parle aussi de 6e extinction de masse. Aujourd'hui, si on regarde à l'échelle globale, depuis le début de la civilisation humaine, on a 83% des mammifères sauvages qui ont disparu, 80% des mammifères marins, on a 50% des plantes, 15% des poissons. De la même manière, donc toujours sur une vision globale, donc à l'échelle de la planète, sur les 8 millions d'espèces qui sont connues aujourd'hui, il y a 1 million qui est menacé d'extinction. On a un rythme de disparition qui est 100 à 1000 fois supérieur que le taux naturel d'extinction. Et si on fait un petit focus sur la France, on se situe parmi les 10 pays qui abritent le plus grand nombre d'espèces qui sont mondialement menacées. Et 68% des habitats menacés au niveau européen sont présents en France métropolitaine. C'est pas pour faire peur, mais c'est pour comprendre un petit peu l'ampleur en fait, de l'érosion de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui déjà? Ensuite, d'où ça vient, pourquoi on en parle aujourd'hui et comment on appréhende un petit peu ce sujet. Donc, quelles sont les causes? Aujourd'hui, quand on parle de causes, on va parler de pression. Vous allez sûrement entendre aussi facteur direct ou facteur d'impact. En fait, c'est exactement la même chose. Voilà, aujourd'hui, on va parler de pression, mais vous pourrez retrouver ces termes dans d'autres papiers, par exemple. Et donc, les pressions, elles sont exercées par des activités économiques, donc par l'homme, et elles entraînent un changement d'état dans la biodiversité. C'est le changement d'état qui est un impact, peut être positif ou négatif. Donc positif, par exemple, si on restaure un écosystème, ou négatif si on a un impact négatif. Et donc voilà. Et en fait, il y a aujourd'hui l'IPBES. Donc l'IPBES, vous avez la définition de ce que ça veut dire en bas. C'est un peu le GIEC pour la biodiversité. Et ils ont défini en 2019 5 pressions majeures qui pèsent sur la biodiversité et qui sont en orange ici, qui sont classées par ordre d'importance sur l'impact pour la biodiversité. Donc ce qu'on voit, c'est que le premier, c'est le changement d'utilisation des sols. Donc par exemple, la déforestation pour de l'agriculture ou pour l'élevage. On va avoir l'exploitation directe des ressources, comme par exemple de la pêche. On va avoir le changement climatique. Donc là, c'est la première fois qu'on voit un petit peu le lien entre biodiversité et changement climatique déjà. Donc c'est pas la première pression, mais c'est bien la 3e pression qui affecte l'état de la biodiversité aujourd'hui. On a la pollution, donc toutes sortes de pollutions chimiques ou autres, et les espèces invasives. D'ailleurs, là-dessus, il y a un rapport qui est sorti, je crois, la semaine dernière, de l'IPBES spécifiquement sur les espèces invasives. Donc, j'ai pas du tout encore eu le temps de le lire, mais voilà, il y a sûrement plein de choses intéressantes si ça vous intéresse. Et donc, si on récapitule, on a donc sur la gauche les entreprises, nos activités économiques, qui vont contribuer à ces 5 pressions et qui vont impacter l'état de la biodiversité sur tous les écosystèmes qui existent, donc que ce soit terrestre, marin ou eau douce. On voit également, donc on a dit que le changement climatique c'était la 3e pression, mais ce qu'on voit, c'est que en fait, les 2 premières pressions sont à la fois liées à la biodiversité et au climat, que ce soit le changement d'utilisation des sols, donc la déforestation, ou l'exploitation directe de ressources. Et donc maintenant, le so what, donc pourquoi ça nous concerne nous en tant qu'entreprise ou autre, et ben en fait, on a vu la première partie, donc on sait maintenant que les entreprises contribuent aux pressions et qui impactent la biodiversité, mais on a également tout à l'heure dit que pour faire nos activités économiques, on avait besoin des services écosystémiques. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, cette double boucle, ce qu'on appelle double matérialité, qu'on reverra un petit peu par la suite, et qui est très important. C'est-à-dire qu'à la fois on impacte la biodiversité et à la fois on en dépend. Donc il y a des risques qui sont liés à ça. D'après le World Economic Forum en 2020, on a la moitié de l'activité économique qui dépend modérément ou fortement de la nature. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête. Et donc, si on dépend de la nature, on va forcément avoir des risques et opportunités qui sont liés à ces enjeux. Il y en a 4 ici, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Au final, c'est quand même assez lié à ceux qui s'appliquent pour le climat. Mais les premiers, donc voilà, ça peut être des risques et opportunités économiques. Le principal, c'est le maintien des services écosystémiques essentiels au bon fonctionnement de mon entreprise, par exemple. Il va y avoir les obligations réglementaires. Donc aussi, on va un petit peu en reparler tout à l'heure, mais anticiper les évolutions de la réglementation qui aujourd'hui s'accélère. Et ensuite, 3e chose, l'image et la réputation. C'est un point qui prend de plus en plus d'ampleur aussi aujourd'hui.
mais répondre aux exigences des agences de notation extra-financière, améliorer l'image de mon entreprise, c'est des choses importantes. Et de même pour le côté humain, que ce soit améliorer le cadre de travail pour mes salariés, mais aussi attirer les nouveaux talents. Donc voilà, on ne va pas forcément aller plus dans le détail, mais c'était important de les avoir en tête. Et quelques chiffres, encore une fois, pour illustrer un petit peu ce que ça veut dire comme conséquence pour les entreprises. On voit qu'on dépend des services écosystémiques, sauf que l'UNEP a estimé que 70% des services qui étaient fournis par la nature sont en déclin, ce qui représente quand même beaucoup. Si on fait un petit focus pour l'agriculture, on a aujourd'hui 35% de la production agricole mondiale qui dépend de la pollinisation animale, qui est en déclin. On a 75% des ressources en eau douce qui sont utilisées pour les cultures ou l'élevage, et c'est en déclin. Si on fait pareil, un petit coup d'œil sur la pêche, aujourd'hui la pêche industrielle perturbe en fait les milieux marins, donc les stocks de poissons également. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, bon, c'était en 2016, mais en France, on employait plus de 13 000 personnes et on génère un énorme chiffre d'affaires sur la pêche. C'est-à-dire qu'on va à la fois impacter les stocks et à la fois en dépendre énormément économiquement. Donc ça, c'est un petit peu pour illustrer en chiffres ce que ça représente. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience un peu scientifique de ce sujet. On a parfois l'impression qu'on parle de biodiversité depuis très peu de temps, en fait. Et sauf que quand on regarde cette frise, donc qui commence en 1985, on voit qu'on parle de biodiversité, donc c'est la contraction des termes biological diversity. En fait, on en parle depuis les années 85, donc en fait, c'est pas un sujet si récent. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, on s'était déjà saisi du sujet et on avait déjà conceptualisé la chose. Et là, ce qui va être intéressant, c'est quand on compare en fait avec le climat. Donc si on regarde, donc là, il y a plusieurs messages à avoir en tête. En fait, on va avoir les termes qui sont changement climatique ou biodiversité qui vont apparaître dans les années 80. On va avoir les premières COP qui sont dans les années 95. Donc en fait, ça arrive d'un point de vue scientifique à peu près au même moment. Mais si on continue, en fait, on voit que, par exemple, en bas, à gauche, par exemple, la création des institutions, que ce soit l'IBES ou le GIEC, il y a déjà 20 ans d'écart, donc entre 88 et 2012. Sur les premiers rapports, il y a 30 ans d'écart, donc entre 90 et 2019. Et donc là, il y a un énorme écart qui s'est produit entre le climat et la biodiversité. Ça explique pourquoi on parle de climat aussi depuis plus longtemps, parce qu'en fait, on sait que les rapports du GIEC ont eu un énorme effet sur la prise de conscience. Et que forcément, quand on attend les premiers rapports de l'IBES, ça date d'il y a quelques années seulement. Et d'ailleurs, donc, ce premier rapport nous donne vraiment les clés de compréhension de la biodiversité, nous explique ces 5 pressions qu'on a vues, nous explique ce que c'est un impact, nous explique à quel point la biodiversité aujourd'hui est en danger, et donc nous permet vraiment déjà de donner des clés. Donc, il faut attendre 2019. Et pour planter un peu le clou, en 2021, il y a eu un rapport avec le GIEC, donc l'IBES et le GIEC, qui ont fait ce rapport sur vraiment le lien entre biodiversité et climat. Et là, bingo, ils ont réussi aussi à toucher tous les acteurs qui étaient déjà sensibilisés par le carbone, ce qui en 2021 représente énormément de personnes. Et ce qui a permis encore plus d'appuyer cette thématique de biodiversité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et ça permet en fait d'accélérer la prise de conscience sur la biodiversité. Donc ça permet de se reposer sur ce qui existe sur le climat et d'accélérer le processus. Et c'est pour ça aussi que, à la fin, on voit que le premier accord ambitieux entre la biodiversité et le climat, il n'y a que 7 ans d'écart. Et on espère que ça va continuer à rattraper, et ce qu'on va voir aussi tout à l'heure sur la réglementation notamment. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le rapport de l'IBES et du GIEC, globalement, là c'est juste quelques conclusions importantes, mais ce qu'il dit, c'est qu'il souligne les avantages conjoints de l'action climatique et de la protection de la biodiversité. Et vraiment, la conclusion, c'est que la protection et la restauration des écosystèmes riches en carbone constituent la priorité absolue si on veut mener des actions conjointes. Donc, c'est hyper important à avoir en tête. C'est l'IBES et le GIEC qui nous le recommandent. Donc, il y a 4 piliers. Il y a protéger. Donc, déjà, protéger, c'est-à-dire limiter les dégâts de la déforestation et de tout système forestier. Ça va être aussi protéger tous les autres écosystèmes. Donc la conservation, etc. Il va y avoir restaurer. Donc la restauration, il parle aussi beaucoup de zones humides qui stockent énormément de carbone. Donc par exemple les mangroves, les herbiers marins. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, nous Ecoact. Il va y avoir un 3e pilier qui est gérer. Donc comment mettre en valeur des bonnes pratiques, qui soient agricoles ou de pêche. Donc vraiment valoriser les bonnes pratiques et ensuite créer.
Alors là, c'est un gros focus sur les villes, puisqu'on est de plus en plus urbain. Donc, comment ramener la biodiversité dans les villes et comment en fait, repenser les villes pour qu'elles soient aussi des puits de carbone et non pas juste des émissions. Et une petite synthèse pour vraiment comprendre en fait, le lien entre biodiversité et climat d'un point de vue scientifique, c'est qu'une biodiversité saine augmente l'efficacité des puits de carbone. Donc, un bon état écologique d'une forêt, de l'océan, etc. va améliorer le puits de carbone. Et un changement climatique qui est limité aura peu d'impact sur la biodiversité. Donc, on a vu, c'est la troisième pression. Donc, forcément, si on réduit nos émissions, on va réduire l'impact qui est associé. Et donc, pour conclure, je pense qu'on est tous maintenant convaincus, grâce à l'IBES et au GIEC, mais à tout ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'il faut sortir de cette vision monofocus sur le carbone, qu'aujourd'hui, on ne peut plus juste regarder cet indicateur-là, qu'en parlant de biodiversité, en plus, on parle de changement d'utilisation des sols, on parle de pollution. En fait, tous les sujets sont en fait, vraiment liés. On n'a pas parlé de social, mais c'est quelque chose qui est aussi très, très important à prendre en considération. Et voilà, qu'il est temps aussi d'adresser en fait, tous ces sujets dès aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jordan pour la suite et pour comprendre maintenant comment on fait, maintenant qu'on a fait ce constat. Merci Jeanne. Donc effectivement, à présent, l'idée, ça va être de regarder ensemble comment est-ce qu'on passe de ce bilan scientifique, de cette prise de conscience scientifique, à vraiment une prise de conscience et une action du politique et du réglementaire. Donc on peut commencer par la COP15 et l'adoption de l'accord Kunming-Montréal en décembre 2022, qui fait assez suite en fait à l'adoption du rapport du GIEC, de l'IPBES en 2019 et du rapport conjoint IPBES-GIEC en 2021. Et donc l'idée, ça va être vraiment au niveau international, de s'accorder sur des grandes pistes d'action à coordonner entre les différents États dans le monde. Donc on a 4 objectifs qui sont présentés dans cet accord, qui ciblent le bon état des écosystèmes, la restauration de ces écosystèmes, la protection des services écosystémiques, également la bonne gestion et l'équitable répartition des ressources à la fois monétaires et non monétaires tirées du vivant, et enfin tous les outils qu'on appelle de capacity building, des transferts de technologie, afin surtout d'aider les pays en développement à ne pas faire les mêmes erreurs de développement qu'ont pu faire les pays développés, notamment au niveau des solutions, au niveau de l'énergie, au niveau de tous les secteurs d'activité économique. Il y a beaucoup de cibles, on ne va pas rentrer dans chacune d'entre elles. Les 2 principales, ce sont les cibles 2 et 3, peut-être la cible 15 aussi pour les entreprises. Donc les cibles 2 et 3, c'est restaurer 30% des écosystèmes dégradés, protéger 30% des terres et des océans d'ici à 2030. Et peut-être la cible 15, particulièrement intéressante pour les entreprises, va être une cible qui va concerner l'accompagnement en fait, des entreprises pour qu'elles publient leurs impacts et leurs dépendances au niveau de la biodiversité. Donc il y a tout un tas d'autres éléments qui gravitent autour de cet accord, notamment les pesticides, la pollution, les plastiques, etc. Et on a tendance à dire que c'est à peu près l'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité. Ce qui est intéressant qu'on comprenne, c'est que, en fait, pour repositionner aussi cet accord au niveau international, c'est qu'il ne fait pas uniquement suite au rapport de l'IPBES de 2019. Il s'ancre vraiment dans une évolution et même dans une accélération de la prise de conscience politique et de l'action politique au niveau international. On ne va pas rentrer dans chacun des termes, mais l'idée, c'est de voir qu'en fait, on a à peu près 3 périodes. Vous allez avoir, depuis 30 ans, une prise de conscience assez macroscopique, où on pose un cadre global, notamment au niveau des Nations Unies. S'ensuit, à partir de ces travaux scientifiques 2019-2021, 3 ans de renforcement de ce cadre réglementaire, notamment au niveau de l'Union européenne, qui, dès 2019-2020, pose le cadre d'action pour la décennie 2020-2030 avec le Green Deal, le pacte vert environnemental, avec des réglementations qui commencent vraiment à émerger, ambitieuses, très très innovantes sur le point de vue réglementaire. Je pense notamment à la taxonomie européenne, qui a été une première dans sa complexité, dans sa technicité et aussi dans sa vision extrêmement englobante. Et depuis 1 an, vraiment floraison de cadres à la fois réglementaires, à la fois volontaires,
Au niveau international, on attend la finalisation de cadres comme la TNFD, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, mais aussi le SBTN, les Science-Based Targets for Nature. Et au niveau du réglementaire européen, on pousse toujours dans ce dynamisme et dans cette innovation, avec des textes que vous connaissez peut-être, comme la CSRD, la CSDDD, qu'on attend sur le devoir de vigilance et d'autres réglementations. Pour faire le lien du coup avec ce qu'évoquait Jeanne sur du coup, le thème de la conférence au niveau climat-biodiversité, l'idée c'est de comprendre que on a progressivement en fait un alignement entre les différents organes et institutions sur le climat et la biodiversité. On a cette correspondance, Jeanne évoquait le GIEC qui correspond avec l'IPBES, on a la Convention 4 des Nations Unies sur le climat qui correspond avec la Convention sur la diversité biologique. Si je prends un autre exemple au niveau de l'accord de Paris qui correspond à l'accord Kunming-Montréal, en France, on a notre stratégie nationale bas carbone qui gère le volet réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On a notre plan national d'adaptation au changement climatique qui est d'ailleurs en ce moment soumis à consultation publique, qui est en parallèle de la stratégie nationale biodiversité qui vient tout juste d'être mise à jour. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a vraiment cet alignement des organismes, mais par contre, on n'a pas encore d'intégration de ces organismes. Et une fois de plus, ça va être le réglementaire européen qui va innover en la matière en essayant de développer des réglementations qui, pour le coup, vont avoir ce niveau d'intégration et qui vont coupler le duo climat-biodiversité parmi d'autres enjeux environnementaux. Donc, on peut évoquer 3 types de réglementation. La taxonomie européenne, qui va être une manière de calculer la durabilité des activités économiques sous 6 objectifs environnementaux, réduction d'émissions de gaz à effet de serre, adaptation au dérèglement climatique, pollution, eau, économie circulaire et biodiversité. Et également, il y a un volet social qui est intégré. Donc là, pour le coup, on est sur une vision multicritère. Et pour le coup, si on ne respecte pas, par exemple, le critère biodiversité ou le critère eau, ça va être l'intégralité de l'activité économique qui ne pourra pas être considérée comme durable. Donc on n'a pas de priorisation et d'échelle dans l'importance des problématiques environnementales. Ensuite, on va voir la CSDDD, qui est la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, qui va progressivement entrer en vigueur. Et l'idée, c'est de rendre obligatoire au niveau des entreprises le fait de respecter les droits sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de valeur. Et là, c'est vraiment le cœur de cette directive et en quoi elle est vraiment innovante. Je peux passer aussi sur la partie CSRD, qui est un peu la directive... Alors, on aime bien l'appeler la directive de boussole de maturité et de performance du modèle d'affaires, à la fois sous le volet environnement, social, mais aussi gouvernance. Où là, l'idée, ça va être de mesurer les impacts, les dépendances, et de publier l'intégralité des actions menées par les entreprises sur comment est-ce que l'impact peut être réduit, comment est-ce que le risque peut être réduit. Donc ça peut vraiment servir en fait, plus que de voir ça comme une énième obligation réglementaire, prendre ça comme une feuille de route stratégique pour conduire votre transformation en interne. Fort heureusement, tous ces cadres convergent. On a cette CSRD qui est un peu le cadre global qui vient se positionner, qui est aujourd'hui en tout cas la directive de reporting extra-financière la plus ambitieuse au niveau international. Et on a cette correspondance avec des étapes de la TNFD par exemple, du SBTN. Et c'est comme ça aussi que nous on accompagne les entreprises dans leur analyse de double matérialité en suivant ces cadres de référence pour que les entreprises soient alignées sur tous ces cadres ambitieux en passant par de l'empreinte biodiversité, par du plan d'action pour de la réduction d'impact et de la réduction de risque. Juste avant la fin, un petit dernier mot sur le fait de vous montrer qu'il y a un grand nombre en fait, d'outils qui vont exister aujourd'hui pour mesurer l'impact sur la biodiversité. Et ce qui est assez intéressant en fait, dans tout ça, c'est de voir qu'il n'y a pas un seul outil qui va cadrer l'intégralité des besoins, qui va répondre à toutes les problématiques que les entreprises peuvent se poser. Par contre, il y a plusieurs outils qui répondent à des besoins spécifiques. Donc c'est vraiment intéressant de tester, d'avoir cette logique pédagogique en interne, de voir quels sont les outils les plus pertinents pour vous par rapport à vos besoins.
Et aussi des accompagnants externes comme des cabinets de conseil peuvent vous aider à aussi utiliser les bons outils au bon moment. Pour conclure cette deuxième partie, l'idée c'est de montrer qu'effectivement, hein, dans la stratégie nationale de biodiversité 2030, on a beaucoup d'actions qui font référence aux actions climat, aux actions biodiversité. On a des actions qui sont référencées sur l'accompagnement aux entreprises, sur le rapport CSRD biodiversité, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a un focus qui est particulièrement important à mettre sur les initiatives collectives, la mise en réseau, la coordination, le travail, le partage d'expériences et le partage d'expertise entre tous les différents acteurs qui peuvent exister sur le marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'il est vraiment important de mettre l'accent sur les réseaux, la collaboration, que ce soit entre académiques, entre entreprises, comme l'ACOS, comme cabinet de conseil, comme société civile, etc., associations, pour justement pousser la recherche un peu plus loin. On est très heureux d'être assis à côté de l'ACOS aujourd'hui, avec qui on participe au projet européen Circive, qui est un projet où il y a plus d'une vingtaine d'acteurs pour faire avancer les méthodologies et les retours d'expérience sur la comptabilité biodiversité et également la comptabilité du capital naturel. Voilà, donc voici petite fin sur cette deuxième partie de présentation et je laisse la main de suite à Frédéric pour parler davantage de Lacoste. Ok, donc juste pour situer quand même, parce que tout le monde normalement connaît à peu près Lacoste, mais c'est une entreprise qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires par an. On est dans plus de 100 pays, 8500 employés. C'est une entreprise qui a 90 ans d'histoire, puisque René Lacoste a inventé le polo donc il y a 90 ans. Et on a un vrai savoir-faire dans ce domaine textile, avec l'usine historique où a été inventé le fameux polo qui tourne toujours. Hein, elle est à 3. On a toujours 6 usines en propre. Mais évidemment, compte tenu des volumes qu'on fait actuellement, on a également un réseau de fournisseurs partenaires partout dans le monde. Au niveau de notre stratégie RSE, en fait, donc elle s'appelle Durable Elegance, avec 3 piliers, un pilier people, un pilier planète et un pilier fondation. Je vais évidemment faire un focus après, plus particulièrement sur le pilier planète, mais en gros, sur le pilier people, l'idée c'est de travailler sur l'égalité des chances, avec le fait de travailler sur l'environnement de travail plus inclusif, et puis des projets d'insertion professionnelle, sur le développement personnel, les qualifications, puisqu'on a 3 académies d'ailleurs en interne, en fait, et donc on met à profit ces académies pour former des jeunes et qui après ne travailleront pas forcément chez Lacoste d'ailleurs, iront ailleurs. Puis des projets starting up avec des entrepreneurs où on va les aider à monter leurs projets. Fondation, c'est une fondation qui existe depuis 2006, qui œuvre notamment sur le développement personnel au travers du sport. On a toujours beaucoup de projets dans ce domaine. Avec des associations donc, un peu partout dans le monde. Et puis, depuis 3 ans maintenant, on co-construit en fait, avec un certain nombre de fournisseurs des projets locaux qui bénéficient aux communautés qui sont environnantes en fait, des usines avec lesquelles on travaille. Et donc ça se développe bien, on a pas mal de projets. Voilà. Donc ça, c'est le projet Communities. Et donc, si on regarde un petit peu plus le pilier planète, on a 4 axes. Un pilier climate, évidemment, un sur les produits, un sur la supply chain et un sur la nature, qui est un peu l'objet de ce dont on se parle aujourd'hui. Au niveau du climat, évidemment, l'idée, c'est de réduire nos émissions carbone avec des objectifs qu'on a fait valider d'un point de vue SBT. On a travaillé là-dessus avec EcoAct. Et derrière, en fait, vu que nos impacts majoritairement se situent dans le scope 3, 98% de nos émissions, évidemment, les 2 gros leviers en fait, sur lesquels il faut travailler, c'est le produit. Et dans ce sens-là, il faut particulièrement travailler sur les matières premières, le fait de faire des produits qui durent plus longtemps et la recyclabilité des produits. C'est un peu comme ça que nous, on essaye de mesurer en fait, le fait qu'un produit soit plus responsable qu'un autre. Et puis sur la manière dont on le fabrique. Donc les usines dans notre supply chain, tout particulièrement les usines de teinture et de filature, c'est les 2 niveaux qui sont les plus impactants. Et donc c'est le fait de, évidemment, identifier tous les maillons de cette supply chain. Ça, on l'a fait et ça fait déjà plusieurs années. On a publié notre liste intégrale d'usines sur notre site. Et l'idée, c'est de travailler avec ces fournisseurs
sur leur performance environnementale pour améliorer cet aspect-là. Parce qu'en fait, grosso modo, leur empreinte, c'est notre empreinte. Et puis, il y a ce 4e volet sur la nature, où évidemment, on démarre, un peu comme tout le monde. C'est une démarche qui est assez intensive, parce qu'il faut déjà comprendre ce dont on se parle. Et puis, il y a besoin d'avoir pour ça un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas forcément, et donc il faut aller chercher des données. Ça, c'est un vrai enjeu. Juste un petit mot sur la biodive. On a un certain nombre d'actions historiques, puisque... alors, j'ai même retrouvé des archives jusqu'en 1984 avec des projets à Singapour, mais on a agi de deux manières là-dessus, avec des projets de préservation sur un certain nombre d'espèces, avec l'IUCN, avec Everglades Foundation, ce genre de projet. Et puis, il y a eu une opération qui était assez intéressante, puisqu'elle visait à promouvoir en fait le sujet de la biodiversité par la force de la marque. Donc ça, c'était l'opération Save Our Species, qui a été faite avec l'IUCN. Et donc, c'était bien de mettre en avant ce sujet. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'enjeu. Et l'enjeu, il est maintenant, évidemment, de travailler sur les solutions. Il y a un lien indéniable, évidemment, comme l'a souligné EcoAct, entre le climat et la biodiversité. Et pour ça, il faut qu'on arrive à bien le comprendre. Et donc, que ce soit par souci, évidemment, de mieux faire, mais également par rapport à ces enjeux réglementaires qui ont été soulignés sur la CSRD, le fait de mesurer, en fait, les risques climatiques et les risques physiques en fait, auxquels nous sommes soumis. Donc on a fait un certain nombre d'exercices de cartographie de risques, d'évaluation de nos impacts, notamment avec EcoAct. Et ça avec des scénarios, donc des scénarios optimistes et des scénarios moins optimistes. Espérons qu'on sera plutôt sur les scénarios optimistes, mais c'est pas gagné. Et voir un peu en fait... c'est quoi la soutenabilité climatique, par exemple, de la culture du coton dans un monde qui se réchauffe, avec un coton qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, etc. C'est quoi, en fait, l'impact de vagues de chaleur ou du stress hydrique sur des usines de fabrication, donc tout le modèle industriel. Voilà, tout ce genre d'analyse pour monter en compétences, comprendre les enjeux et derrière construire les meilleurs plans d'action. Ça, on peut le faire parce qu'on a déjà travaillé en fait sur ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire la traçabilité. En fait, si on ne connaît pas notre supply chain, ça ne marche pas. Voilà. Donc nous, on a travaillé d'abord là-dessus, bien identifier toutes les usines, donc de la confection jusqu'à la filature. Et là, maintenant, on est en train de discuter au niveau des champs de coton. Maintenant, on va pouvoir donc travailler sur ces fameux plans d'action. Ça, donc, ça passe par le fait de collecter des données. Une fois qu'on a la traçabilité, on peut aller collecter des données spécifiques et ne pas se reposer uniquement en fait, sur des données génériques qui sont dans les bases de données classiques. Et donc affiner l'empreinte. Donc on est en train de faire actuellement une empreinte biodiversité avec EcoAct selon la méthodologie GBS, donc Global Biodiversity Score. Et l'idée de notre participation dans le cadre du projet Circive, c'est de mieux comprendre en fait, quelles sont les différences entre toutes les méthodes qui existent actuellement, parce qu'il n'y a pas encore tout à fait un consensus sur les méthodes, et il y a des différences, de travailler collectivement, ça c'est hyper important en fait de le dire, hein. Tout seul en fait on n'arrivera pas à grand chose, et donc on participe à un certain nombre d'initiatives donc, sur la biodiversité avec Circive, sur la circularité avec Ellen MacArthur Foundation, sur la mode avec le Fashion Pact, enfin voilà, ICS avec tout ce qui est compliance sociale et environnementale dans les chaînes d'approvisionnement. Voilà. Et donc, collectivement, l'idée, c'est d'arriver à mieux comprendre et trouver les solutions. Et donc, évidemment, une fois qu'on aura en fait cette meilleure compréhension, fixer des objectifs, construire les plans d'action et y aller avec cet écosystème, en fait, avec nos fournisseurs, puisqu'une fois encore, en fait, on ne peut pas le faire juste nous. Et donc, cet écosystème de fournisseurs, il faut l'entretenir, le faire vivre, pour avoir un développement qui soit vraiment durable, en fait. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste 5 minutes oui. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Ou alors après aussi, en tout cas de notre côté EcoAct, nous on sera aussi sur le stand après. Okay. C'est bien organisé. Pardon, non, je
voulais juste que vous précisiez quel était l'objet de ce projet européen Circive auquel vous participez, quelles sont les autres entreprises qui y participent. Oui, donc c'est un projet européen Horizon, et l'objet de ce projet qui va durer 5 ans, c'est de standardiser en fait une méthodologie d'empreinte biodiversité et de comptabilité du capital naturel à l'échelle européenne. Donc Lacoste n'est pas la seule entreprise. Il y a Barilla, il y a d'autres secteurs en fait que le textile, des secteurs qui sont d'ailleurs très sensibles à la biodiversité. Il y a d'autres cabinets de conseil. Il y a Biotop, il y a des consultants indépendants et surtout il y a beaucoup de chercheurs. Alors, il y a beaucoup de pays qui sont impliqués dans ce projet. Il n'y a pas que la France, il y a la Finlande, il y a Bulgarie, l'Angleterre. Enfin, voilà. Donc on est 24 partenaires à travailler là-dessus. Ça a commencé en début d'année 2023. Donc là, on est vraiment à une étape de mapping de déjà tout ce qui existe. Et petit à petit, on va pouvoir en fait, déterminer, on a vu la liste de tous ces outils, de ces méthodologies, mais déjà comprendre en fait les avantages et inconvénients de chacun et comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut utiliser pour quel besoin, parce qu'on ne pourra pas, si on attend que l'outil parfait existe pour commencer à travailler sur le sujet, on peut attendre longtemps. Donc le but, c'est vraiment déjà de flécher ça et de s'aligner déjà avec le cadre européen qui est en train de se former, donc CSRD, taxonomie, etc. Oui, merci pour cette présentation. Une petite question, où est-ce qu'on en est au niveau de l'évaluation de la mesure de l'impact qu'on a sur la biodiversité au regard de l'équivalent qu'on a sur l'environnement avec l'analyse du cycle de vie? Est-ce qu'on tend vers l'identique ou aussi puissant, ou est-ce qu'on n'est pas encore mature, et quelle est votre vision là-dessus? Merci. J'espère que j'ai bien compris la question. Je vais essayer de répondre. Mais je crois que j'ai une petite annexe qui explique un petit peu rapidement. Ouais, bon. Alors c'est en anglais, mais globalement, en fait, comment on appréhende la biodiversité aujourd'hui, il y a deux façons de faire. Soit on va avoir une approche par site, très spécifique, une approche terrain, in situ, avec des données terrain et des inventaires écologiques qui est beaucoup plus précis. Et qui va vraiment pouvoir comptabiliser les espèces. Donc on parle aussi d'écosystèmes, d'espèces, etc. Donc aller vraiment récolter des données terrain. L'inconvénient ici, c'est que c'est par site, donc on ne pourra pas du tout avoir une image sur ma chaîne de valeur, par exemple, et essayer de comprendre un peu les enjeux. Et ensuite, il y a une autre façon de faire, va être de se baser sur des modèles pression. Donc là, ça va être une approche chaîne de valeur et comprendre en fait plus une échelle écosystème et à quelle pression je vais contribuer. On va moins parler d'impact directement et mesurer les espèces qui sont sur le terrain, mais vraiment comprendre en fait, sur quelle pression je vais contribuer. Et globalement, ces modèles sont quasi tous basés sur la même logique que les analyses de cycle de vie. Donc que ce soit le GBS ou autre, c'est basé sur des bases de données comme EcoInvent. Voilà, donc on va aller chercher des données sur chaque pression qu'on a vue, donc des données sur le changement d'utilisation des sols, sur la pollution, sur le changement climatique, etc. Et on va essayer de calculer en fait ce que ça représente, donc la contribution à une pression, donc, par exemple le nombre de tonnes d'équivalent CO2 que je vais émettre, qu'est-ce que ça pourrait représenter en termes d'impact. Alors voilà, c'est limité, c'est moins précis forcément que du terrain, et il faut bien sûr essayer d'allier les deux. Mais aujourd'hui, si on veut avoir une image déjà sur ma chaîne de valeur pour savoir où je vais devoir focus, sur quelle pression, sur quel impact, sur quelle zone géographique, pour aller plus loin plus tard, c'est une bonne méthode. Je vais parler fort, ça va être plus simple. Je sais par exemple que le GBS ne prend pas en compte, ne mesure pas l'impact sur les écosystèmes marins, les écosystèmes océaniques. Je ne sais pas s'il y a d'autres méthodologies qui permettent de prendre en compte aujourd'hui, et sinon, est-ce qu'il y a des travaux justement de recherche et des avancements qui sont faits sur l'impact des activités d'entreprise sur le monde marin? Bonne question. Donc, effectivement, le GBS ne prend pas en compte le milieu marin et ne prend pas encore en compte les espèces invasives. Donc, il y a forcément des trous noirs dans la raquette.
Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement, en fait, c'est très, 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 très compliqué. Il n'y a pas d'outil, pour le coup, qui permet d'avoir les réponses sur les milieux marins. Même en termes, alors si on regarde donc sur ces deux, donc ça, je parle de modèles, mais en fait même aller faire un inventaire écologique sur le milieu marin, c'est très complexe. Alors il faut vraiment que l'écosystème, enfin en tout cas le site soit précis et côtier si possible. Donc ça n'existe pas encore. On commence à travailler dessus avec le projet Circive. Donc on va réfléchir, mais on n'en est pas encore à trouver cette solution. Mais en fait, on attend aussi que la science fasse son travail et essaie de nous répondre aussi, nous donner des éléments. On ne va pas pouvoir le faire de notre côté. Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous auriez des exemples d'objectifs que vous prenez pour la biodiversité et comment est-ce que vous définissez les cibles ? Je suppose que la question est pour moi. Donc non, j'ai pas d'exemple puisque en fait on est en train de faire l'empreinte biodiversité. Donc on va travailler sur les objectifs à partir de fin 2023, début 2024. Et donc là évidemment je serai en mesure de répondre. Donc peut-être l'année prochaine, hein, mais là à date non, je suis pas en mesure de répondre à cette question. Tu as peut-être une idée, Jeanne? Non, mais l'enjeu, ça va être du coup vraiment de comprendre en fait, où sont les enjeux majeurs et ensuite de travailler un peu plus spécifiquement là-dessus. Forcément, une des actions, ça pourrait être aller chercher encore plus de données, parce que vraiment la collecte de données, c'est quelque chose qui est très très important pour ce genre d'exercice. Donc comment aller plus loin, comment pouvoir même envisager des données, d'aller chercher des données terrain. Donc ça pourrait être une piste d'action déjà, améliorer en fait l'exercice. Et ensuite, en fonction des résultats, je ne sais pas si le changement climatique ou autre sort en premier, ou le changement d'utilisation des sols par exemple, ça va aller, on va aller proposer des actions spécifiques à ces pressions-là. L'enjeu de la donnée, il est vraiment capital pour les entreprises. C'est vraiment hyper chronophage. C'est très compliqué, il faut aller chercher la bonne donnée, il faut s'assurer qu'elle est de qualité, etc. Il faut la maintenir à jour. Et effectivement, pour un certain nombre de données, il faut aller sur le terrain. Alors, on a cette chance de pouvoir aller sur le terrain et d'aller chercher un certain nombre de choses, mais ne serait-ce que pour arriver à évaluer la surface en fait, cultivée pour le coton, ça veut dire qu'il faut que vous soyez déjà quand même très avancé dans la connaissance de votre supply chain. Et donc, pour arriver à un chiffre de plus de 11 000 hectares de culture de coton, ça demande du temps, en fait. Donc, vraiment, pour moi, la donnée, traçabilité, data, c'est les deux enjeux clés. À partir de là, en fait, vous pouvez commencer à phosphorer sur les objectifs, les plans d'action, etc. Mais en fait, sans données, vous naviguez dans le brouillard. Donc, je ne sais pas si on se met un objectif sur la donnée, mais en tout cas, ça, c'est clé. Bonjour, je m'appelle Yaronia Vetkevichut et je suis data scientist chez Foodpilot. Et j'avais une question par rapport à ce projet Circive. Est-ce que vous savez s'il y aura une convergence entre la méthodologie d'affichage environnemental qui est travaillée en France, où justement on reprend une méthodologie européenne et on va ajouter une composante biodiversité, donc ça va être 17e indicateur pour donner le score. Et est-ce que avec ce projet, il y aura une convergence de ces deux méthodes, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être un corps à part? Et du coup, au niveau européen, il faudra par la suite chercher la convergence des méthodes. C'est une bonne question. Merci. Après, il y a beaucoup de labels. Tu pourras rebondir aussi. Il y a un gros travail aussi de comprendre tout ce qui est en train de se créer à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle de chaque pays. Quels labels existent, que ce soit aussi dans le secteur textile, dans le secteur agroalimentaire, donc de ces affichages. Après, vraiment, l'enjeu du projet Circive, c'est d'avoir une méthodologie commune pour l'empreinte biodiversité et comptabilité du capital naturel. C'est pas forcément un focus sur de l'affichage de produits. Alors, il y a effectivement d'ailleurs trois parties. Il y a une partie sur le produit, une partie sur la chaîne de valeur et une partie sur les villes. Donc en fait, on va essayer de trouver les meilleures solutions pour chacun. Donc peut-être sur les produits, effectivement, on va essayer de s'aligner. Donc ça, je pense que c'est déjà listé dans... Alors c'est pas mon groupe de travail, mais je pense que c'est déjà listé, toutes ces initiatives. Et on va essayer de s'aligner pour ne pas rajouter des certifications ou autres, en tout cas des méthodologies. Le but, c'est vraiment en fait, de repartir ce qui existe déjà et d'aligner... ça avec les réglementations européennes. Mais aujourd'hui, je ne peux pas exactement vous répondre, on vient de commencer, donc j'espère juste que voilà, en tout cas, c'est listé dans les labels intéressants.
Ouais, et donc par rapport à l'affichage environnemental, je pense que c'est plutôt les travaux du PEF au niveau de l'Europe qu'il faut regarder. Travaux auxquels on participe, on fait partie du secrétariat technique et donc on travaille depuis 3 ans. En fait, on a beaucoup contribué sur notamment l'indicateur relatif à la durabilité des produits. Et à mon avis, c'est plutôt là qu'il faut regarder. Et après, mystère et boule de gomme sur ce qui sera retenu l'année prochaine par la France au niveau de l'affichage environnemental, puisque évidemment, ce serait trop simple d'adopter juste simplement le PEF. On va faire différemment. Alors, évidemment, c'est pas parfait, hein, mais c'est une méthode qui a quand même 8 ans de travail derrière elle et qui se base sur des faits scientifiques. Voilà. Mais en tout cas, j'ai à cœur de croire que la méthode du PEF sera regardée sérieusement par le groupe de travail qui bosse là-dessus, au niveau français. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une toute petite question, c'est plutôt pour EcoAct. Quelles mesures d'impact vous faites des solutions que vous proposez à vos clients? Au-delà, évidemment, du service rendu par rapport à une problématique que le client évoque, est-ce que vous lui donnez des grilles de lecture sur l'impact de cette solution une fois qu'il l'aura mis en place? Alors, oui. C'est-à-dire que, en fait, nous, on va accompagner le client. Donc, ça dépend quel type d'exercice, mais imaginons qu'on fait une empreinte sur biodiversité, qu'on décline ça sous des objectifs, des cibles, et qu'on essaie de mettre en place des actions. On va essayer d'estimer ce que ça représente, mais encore une fois, déjà, c'est compliqué en termes carbone. Alors, en termes biodiversité, voilà, on va essayer évidemment de générer des actions là où il y en a le plus besoin, mais de là, les quantifier en amont, avant même de mettre en place. Voilà, on fait des propositions. Mais ça reste des estimations, des estimations globales. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Peut-être un point pour compléter. Effectivement, alors la majeure partie des clients qu'on accompagne aujourd'hui, ça va être sous l'angle climat à date. Mais progressivement, on s'oriente plutôt vers du multicritère, vers de la biodiversité. Donc plutôt, en fait, on travaille surtout d'un point de vue action sur des plans d'action de décarbonation qu'on oriente en fait et on intègre davantage des co-bénéfices. Pour l'instant, on rentre dans le sujet du multicritère par nos clients qui souhaitent qu'on les accompagne surtout sous l'angle climat sur les co-bénéfices en réalisant des plans d'action de réduction qu'on quantifie scientifiquement avec des méthodos pour vraiment avoir un résultat en tonnes de CO2 équivalent réduit ou évité. Et dans ce plan d'action, souvent on intègre en fait, si c'est demandé par le client, mais même si c'est pas forcément demandé, ne serait-ce que par sensibilisation, on intègre ça dans nos plans de réduction, des co-bénéfices apportés, alors que ça soit sur l'eau, sur la consommation d'énergie, sur la biodiversité. Donc on travaille on fait évoluer notre approche plan d'action en intégrant quantitativement, si c'est possible, des informations. Sur la biodiversité, comme le précise Jeanne, c'est compliqué. Donc plutôt, on est à ce stade d'informations qualitatives sur ces plans d'action de décarbonation. Je ne sais pas s'il nous reste... Non, on va arrêter là. Et si vous avez d'autres questions, on est sur le stand EcoAct, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.